essayé de faire, évidemment, c'est en discutant ensemble, de se dire, bon bah voilà, on s'écoute d'abord de tous les problèmes ou les réussites ou les processus et les protocoles, etc., qui sont liés aux deux projets, et de voir comment justement on pouvait les tuiler, c'est-à-dire ça n'avait aucun intérêt de vous parler de l'un puis de vous parler de l'autre, mais de se dire voilà, on va dégager un certain nombre de trucs. Donc pour la première manière d'aborder les choses, c'est la question de l'expérience pédagogique. Donc là, je laisse. Voilà, effectivement, expérience pédagogique, projet pédagogique, on est à l'université, donc c'était effectivement le premier point à prendre en compte. Un petit rappel quand même sur ce qu'est Copanam, parce que ça a son importance dans le projet. Copanam est une coopérative d'activité et d'emploi, c'est une entreprise partagée. Il y a des porteurs de projets qui apportent leur savoir-faire et qui exercent effectivement leur activité économique au sein d'une coopérative commune qu'ils partagent et qu'ils gèrent démocratiquement. Voilà. Donc la première interrogation que l'on a quand on est dans Copanam, c'est une interrogation sur le droit de propriété. Qu'est-ce qui appartient à qui? Qu'est-ce qui est en partie privatisable dans une activité économique? Qu'est-ce qui effectivement fait partie du collectif? Qu'est-ce qui n'appartient éventuellement à personne? C'est peut-être un peu comme ça qu'on rejoint pas forcément le bien commun, mais au moins la réflexion sur les communs, c'est-à-dire cette réflexion sur la propriété. C'est effectivement comment le collectif, effectivement, démocratiquement, se réapproprie certains thèmes, certains objets, certaines activités économiques pour le bien d'un groupe plus ou moins étendu, mais qu'on ait bien cette réflexion sur le collectif. Et pour ça, effectivement, pour nous, ça passe par les coopératives. Le monde associatif n'est pas forcément toujours très démocratique d'un point de vue économique, je veux dire, démocratique dans la gouvernance peut-être, mais pas d'un point de vue économique. Donc pour nous, il est important qu'il y ait des coopératives qui existent et qu'on en voit réellement. On en parle très peu, mais quand on en parle, on ne sait même pas ce que c'est, quoi. Parce que sinon, les coopératives, c'est aussi la plus grosse coopérative en France, c'est la coopérative d'achat Leclerc. Je veux dire, voilà. Donc si on dit que ça c'est de l'ESS, ça nous pose vraiment un problème. Donc nous, c'est effectivement l'ESS dans le cadre où il y a bien une réappropriation collective et une auto-organisation et une auto-gestion, ou en tout cas une gestion collective, une gestion partagée, effectivement, d'un projet politique. Donc ça, c'était la vision de Copanam. Pour nous, l'économie, c'est d'abord un projet politique, d'accord ? Voilà. Donc un projet politique, puis il y a trois dimensions, il y a la démocratie et autogestion et gestion collective, l'utilité sociale, et puis la problématique aussi de la transmission. C'est-à-dire que c'est qu'un projet s'appartient à lui-même et doit forcément se transmettre aux générations futures. Le problème qui se posait, nous, avec Copapprendre, c'est qu'on avait affaire à des étudiants qui ne restent qu'un an, et qu'il faut effectivement imaginer que le projet puisse survivre à lui-même et qu'il puisse effectivement se transmettre aux promotions futures. Voilà. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur la notion de ce qu'on pourrait appeler, je dirais, l'inconscient du projet, ce que moi j'appellerais la culture d'entreprise, puisqu'on est dans l'activité économique, ou dans ce qui devrait être de l'activité économique. Donc ça permet aussi de réfléchir à ce qu'est la notion pour nous de culture d'entreprise, qui est beaucoup utilisée dans le monde économique classique. Et pour nous, c'est effectivement ce qui donne le ciment à ce projet-là et qui permet à un projet de perdurer et que chacun se le réapproprie avec ses propres orientations, ses propres termes. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que Copanam était un peu le garde-fou, une espèce de phare qui donne une vision un peu lointaine, qui donne une piste, une voie à suivre. C'est pas pour dire il faut faire comme ça, mais c'est pour dire on est garant d'une certaine ligne, d'une certaine lignée, pour que le projet se survive à lui-même et puisse effectivement se transmettre. Alors quand on est dans une activité un peu classique, on peut supposer effectivement que c'est ce qu'il y a dans le cas d'une SCOP classique, une coopérative horaire de production classique. On dit en général que ces coopératives-là œuvrent pour les générations futures et qu'on transmet effectivement l'entreprise et le patrimoine culturel ou immatériel de cette entreprise-là aux prochains salariés qui vont rentrer. Mais en fait, on ne rentre pas pour 6 mois. Je veux dire, quand on rentre sur des CDI, puis on va y rester quelques années. Et on peut imaginer que la transmission puisse s'organiser. Et même dans ce cas-là, c'est très compliqué. Donc c'est quelque chose qui, dans l'évolution même, consiste à structurer le projet pour qu'il
pour qu'ils se transmettent étape par étape, les unes après les autres, et puis avec une légère remise en question, mais je veux dire plutôt une réappropriation pour chaque promotion qui vient, quoi. Voilà. Par rapport au projet pédagogique de COP Apprendre, ça s'inscrit par rapport à comment on retrouve cette alternative, en quelque sorte, que porte la chaire dans les projets pédagogiques. Eh bien, on les retrouve dans la manière dont nous faisons de la professionnalisation, puisque nous avons des formations qui sont quand même des formations professionnalisantes, et nous disons pas de professionnalisation sans transformation sociale. Donc nous associons professionnalisation et transformation sociale. Nous ne professionnalisons pas les étudiants pour les faire œuvrer dans le monde tel qu'il est, mais pour leur permettre de changer ce monde. Donc c'est cette pédagogie-là que nous essayons de mettre en place dans les formations, et COP Apprendre en est une illustration. Voilà, par rapport à cette activité ou à cette teneur pédagogique, dans COP Apprendre, il y a des étudiants qui sont dans leur cursus, avec des projets tutorés qui s'inscrivent dans leur cursus, dans des cursus d'économie sociale et solidaire comme Alan, dans des cursus qui ne sont pas de l'économie sociale et solidaire et qui sont en SHS, dans d'autres en informatique, donc, qui intègrent dans des projets qu'ils ont à mener COP Apprendre. Et puis aussi, il y a cette activité pédagogique, elle se fait hors cursus, notamment lorsque les étudiants s'investissent comme bénévoles pour faire tourner l'association. Là, ils ne sont pas dans leur cursus. Donc il y a une pluralité en fait de supports pédagogiques qui permet aux étudiants de s'investir, de s'impliquer dans COP Apprendre et son projet collectif et politique. Et ce projet a évolué. Pendant les 2-3 premières années, on appelait COP Apprendre une initiative partagée. C'était la possibilité d'offrir aux étudiants volontaires dans l'université, quel que soit leur cursus, s'ils avaient des idées d'activités qu'ils voulaient entreprendre, de les accompagner sous une forme coopérative. Et puis on a rencontré pas mal de difficultés. Pour faire court, c'était finalement, dans l'université, c'est très difficile de rendre concret, pour beaucoup de raisons, ce qu'est une coopérative. Donc nous nous sommes dit, finalement, le mieux pour rendre concret au sein de l'université, qui n'est pas un univers qui y invite très facilement, une coopérative, eh bien, il faut en créer une qui va vraiment fonctionner comme une coopérative, et ça sera comme ça la preuve par l'exemple, hein, que l'on aura à notre service. Et là, le projet donc a évolué, et la première activité qui a été choisie, c'est celle de mettre nos papiers en commun. C'est là où on est passé de coopérative à bien commun, c'est-à-dire finalement considérer les papiers de l'université comme un bien commun dont la valorisation va concerner tout le monde, et en particulier les étudiants, notamment par rapport à de la création d'emplois qui pourraient bénéficier aux étudiants, avec des emplois qui soient bien profilés pour être compatibles avec un suivi d'études. Et pour cela, on sait qu'il ne faut pas qu'ils dépassent 10 heures par semaine. Donc aujourd'hui, aussi lié aux difficultés, nous y reviendrons par rapport à comment marche cette activité papier, un autre projet a émergé, porté par les étudiants, mais aussi des chercheurs, et qui est sur la mobilité douce et partagée, qui est un deuxième bien commun qui est aujourd'hui en cours de réalisation. Oui, de toute façon, dans les projets qu'on fait à WUS Agence des hypothèses, je ne l'ai pas encore dit, mais enfin c'est un collectif d'artistes et autres contributeurs. WUS Agence des hypothèses intègre quiconque apporte sa contribution à l'un ou l'autre des projets. Donc à partir du moment où on travaille sur à chaque fois des terrains socialisés, c'est de déporter l'activité artistique, non pas comme ça se fait la plupart du temps, en amont ou dans l'atelier, etc., mais donc être sur un terrain et donc considérer que ce sont les acteurs de ce terrain qui sont vraiment les acteurs du lieu sur lesquels on va s'appuyer. C'est d'une certaine manière le projet inné des forces vives. Donc forcément, quand on arrive dans une université, la force vive, c'est l'enseignement. Donc l'activité pédagogique. Là, l'idée, c'était de parvenir à se saisir du cursus, de l'organisation pédagogique,
pour intégrer complètement tous les aspects du projet. Hein, comme vous avez pu voir dans le film, on a fait avec Camille des espèces un montage complètement flash comme ça et presque sans succession définie, quoi. Par flash, je ne peux pas mieux dire. Parce que les aspects étaient tellement importants que donc ça pose la question effectivement de l'organisation pédagogique, de faire intervenir des intervenants extérieurs, de travailler avec les gens du design, de la danse, du théâtre, etc., etc. Donc tout le projet s'est construit autour de ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que aussi, c'est sans doute très lié à la philosophie développée par John Dewey, qui a beaucoup parlé de la question de l'art comme expérience, et donc de considérer que l'activité artistique, elle est ici effectivement une série d'expérimentations menées collectivement et non pas individuellement. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est pas de l'art? En fait, on s'en contrefout. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère que c'est l'expérience qui va être, ou la valeur activité qui va être valorisée, là, effectivement, il faut le temps que s'installent les différentes phases, il faut le temps pour chacun de trouver sa place dans la communauté qui est convoquée, organisée, qui s'augmente. Les rituels d'accueil, les rituels d'intégration, donc renouveler avec la question des rituels, ça paraît aussi important parce que c'est comme ça que se fédère une communauté, comme ça que se fédèrent au fur et à mesure des valeurs, des désirs, d'engagement, etc. Donc l'improductif, la simple conversation, le simple partage est déjà en soi important et demande un temps, une temporalité longue, voilà. On a effectivement utilisé l'expression ambassadeur de tri, puisqu'on était effectivement dans le cadre du papier. On s'est dit qu'il y avait forcément une action de sensibilisation à avoir et déjà commencer à sensibiliser le personnel administratif à la notion de tri du papier. Au préalable, on avait fait effectivement une étude de gisement du papier. On s'est rendu compte que la qualité du papier récupéré à la fin, parce que tout papier n'est pas aussi facilement recyclable, surtout s'il est souillé par des produits alimentaires et autres, que la qualité du papier à Marne-la-Vallée, parce que c'était des cartes pouvaient être de très bonne qualité, on pouvait très très rapidement avoir un gisement assez intéressant. Et donc on a commencé effectivement à y mettre l'idée de l'ambassadeur de tri. Mais je crois que vous donnez effectivement une dimension un peu différente à l'ambassadeur que la dimension que je viens de donner. Oui, juste un mot pour compléter. Donc, par rapport à cette question de l'ambassadeur de tri, nous avons maintenant depuis 2 ans, chaque année, nous recrutons un étudiant que nous appelons sur un emploi d'étudiant coopérateur pour 10 heures par semaine, où il fait à la fois donc, la collecte en passant dans les différents bureaux. Nous avons un partenariat avec une entreprise adaptée, donc qui emploie des personnes sur de handicap, Petit Plus, qui nous a fourni des petites bannettes où on met le papier, où on peut le recycler de manière justement très précise par rapport à ces différents types. Et cet étudiant, dans sa mission, est aussi un étudiant ambassadeur de tri. Mais dans les retours que nous avons, c'est que dans beaucoup par rapport au personnel, il y a une attente même, c'est-à-dire qu'il vient plutôt satisfaire ce qui était une attente des personnels de pouvoir trier de manière écologique ce papier. Et puis là, on a fait aussi cette année, dans un cadre alors là, c'est plus l'ambassadeur étudiant coopérateur qui est rémunéré sur 10 heures par semaine, mais un projet pédagogique avec d'autres étudiants qui ont été auprès des étudiants. C'était l'opération que vous avez un petit peu vue dans le visuel, Triton Campus, était auprès des étudiants pour leur demander qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire. Alors là, au-delà du papier, parce qu'il y a aussi des canettes, enfin un ensemble d'objets qui peut être recyclé et qui est jeté sans être recyclé pour l'instant. Et là aussi, ils ont été ambassadeurs
par rapport à cette idée. Et c'est vrai que là, la difficulté, c'est de passer des bonnes intentions aux actes, et c'est pas le plus facile. L'ambassade des communs, donc c'est une espèce d'entité fictive, parce que bien sûr, l'ambassade, elle n'existe pas au sens statutaire, au sens juridique. En revanche, au plan fictionnel, elle est peut-être fictionnelle, mais en fait, elle est opératoire dans le réel. C'est-à-dire que, vous voyez, je porte un badge, et j'en ai mis un à Pierre aussi. C'est-à-dire que dans ce rituel d'intégration dont je parlais, ce protocole que vous avez pu voir, où il y a une charte, où on lit la charte, où on remplit les papiers, on remplit ses engagements, et donc on intègre une communauté. Il y a un tampon, donc voilà, quand on porte le badge, ça veut dire qu'on est reconnaissable, c'est-à-dire c'est une espèce de, du coup, j'allais dire, d'une communauté qui se superpose à la communauté des gens qui vivent dans les espaces d'une manière habituelle. C'est-à-dire, à la fois, ils sont tangentiels, j'allais dire ça. Ils y sont, comme d'habitude avec les autres, mais ils ont quelque chose en plus, quelque chose qui glisse par-dessus et qui porte d'autres valeurs, et des valeurs communes, peut-être humaines, animales, végétales et élémentaires. Donc, et ça permet effectivement de donner des énergies, une reconnaissance, un engagement. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé, on a eu une réunion pour l'ambassade des communs jeudi soir. Et pour moi justement l'ambassade des communs pour l'université. Et quand on parlait du devenir, c'est aussi trouver des points d'autonomie, c'est-à-dire à un moment où on délègue. Là, vous avez pu le voir dans l'ambassade des communs, il y a le moment, je pose une petite hypothèse, je dis c'est le moment où on sent que c'est en place, l'énergie, la synergie est en place, et donc en fait, quand on a initié ce projet, on peut dire, ça y est, on n'a plus besoin de moi ici. Donc, mais ça veut dire qu'il va y avoir effectivement, pour ça que c'est temporalité longue et la passation est vraiment importante, il va y avoir des personnes relais et chacun va s'engager d'une certaine manière, au plan autonome, quoi. Soit on crée effectivement une coopérative, soit on crée par exemple là une association qui peut être transversale aux associations étudiantes, etc. Donc des points fédérateurs, des gens repères, vous en avez vu dans le film. Et donc c'est cette autonomie d'action qui du coup va être importante. Et devenir ambassadeur de quelque chose, donc j'y reviens pour l'Université des biens communs, c'est de se dire, ben oui, par exemple, pour l'instant on a fait des samedis, on a fait des sessions ici, mais d'une manière un peu conventionnelle, j'allais dire, ceux qui parlent et ceux qui écoutent, même s'ils posent des questions, même s'ils interviennent. Mais tout d'un coup, ça peut nous permettre en fait de trouver d'autres formules, c'est-à-dire de rendre nomade cette université des biens communs, en se disant, ben voilà, on peut aller sur d'autres terrains, donc toucher d'autres publics, être accueillis par des associations qui sont déjà en place, à condition que chaque personne qui propulse une idée et organise en fait une session soit complètement autonome et aille jusqu'au bout de ce qu'il impulse, voilà, y compris dans l'organisation, y compris dans la prise en charge et tout. Donc c'est en ce sens-là, être ambassadeur de quelque chose, c'est effectivement une notion aussi d'engagement. Voilà. La notion d'ambassadeur dont vous parlez, moi je trouve ça très bien d'avoir des ambassadeurs. D'ailleurs dans mes expériences, j'ai rencontré beaucoup de petits ambassadeurs aussi. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire le lien avec l'institution. Parce que l'ambassadeur rapporte à l'ambassade, donc c'est quelque chose de très prestigieux. Ça s'inscrit dans un contexte institutionnel reconnu. Donc ce serait intéressant ça peut être choquant, la notion d'ambassadeur, quoiqu'elle est prestigieuse pour ceux qui la portent. Alors, les nouveaux commanditaires, c'est un dispositif qui est né dans les années 90 à l'initiative de la Fondation de France, qui a demandé à un artiste, François Herz, de réfléchir
un dispositif qui relierait l'art et la société civile. Donc il invente au sein de la Fondation de France ce dispositif qu'il appelle les nouveaux commanditaires. Donc François Hers écrit un protocole, je vais vous le lire, c'est pas long, qui dit l'action nouveau commanditaire, initiée par la Fondation de France, permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d'un territoire d'associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande, et le terme commande est très important, d'une œuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel et l'artiste. La demande du groupe de commanditaires de Bordeaux était assez simple, et tu l'as déjà un peu exprimé, c'était d'intervenir sur la pédagogie, mais surtout de créer des liens entre les différentes disciplines qui sont dans la Maison des Arts. Et à ça s'ajoutait effectivement un diagnostic sur l'espace du bâtiment, qui est un très beau bâtiment, qui a été construit par Fuxas, mais qui n'a pas été conçu pour faire du commun. Donc il y avait cette problématique de l'espace. Donc on a demandé à Claire de venir rejoindre le groupe de commanditaires, et ils ont travaillé ensemble à un projet. Alors, en même temps, je vous déroule un tout petit peu le processus de nouveau commanditaire, c'est-à-dire que l'artiste arrive après que le cahier des charges ait été construit par le groupe de citoyens. Quand il y a un projet structuré, donc un projet politique, communautaire et collaboratif, eh bien, ce projet-là comporte encore une fois une dangerosité. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais par exemple, ce truc de la petite maison des communs qui était dans les hypothèses prévues pour notre projet à Bordeaux, c'était l'idée déjà d'arriver à rendre commun ce qui était privatisé, en l'occurrence, toutes les places de parking sur lesquelles il y a les voitures devant le bâtiment. Donc, déjà, c'est pour ça qu'il y a une hypothèse dans le film où c'est marqué Parking Day mais Forever. Vous connaissez sans doute le Parking Day qui a lieu une fois par an, qui consiste à s'approprier des places de parking pour en faire librement des zones de convivialité dans le commun. Bon, donc là, c'était pour toujours, ou en tout cas le temps que ça pouvait durer. Bon, et donc, voilà, il n'y a eu aucun soutien financier là-dessus, alors qu'il y avait une opération campus qui était déjà démarrée avec énormément de fonds. Et donc, l'opération campus a consisté à reprendre, comme l'a dit Pierre, notre idée de petite maison des communs, mais avec toute une série de conteneurs, comme ça, disséminés ça et là, qui font très tendance, hein, les conteneurs, mais sans aucun projet, zéro pensée, quoi. Or, nous, on l'avait, la pensée. Nous, on l'avait, la communauté. Mais celle-là, elle n'était pas financée. Bon, donc, je pense que, voilà, moi, je crois que... bon, je crois que je ne vais pas m'étendre là-dessus. On en arrive à dernier point qu'on voulait traiter, sur lesquels on voulait évidemment mettre l'accent, c'était la question de ces projets comme projets politiques. Et donc la question qu'on posait, c'est est-ce que l'université va vraiment assumer d'avoir un projet politique ? Cette démarche-là est aussi intéressante, puisque c'est ce qu'on essaye nous aussi de faire, effectivement. Alors là, une fois, je prends ma casquette copanamienne, Copanam. C'est ce qu'on essaye de faire à Copanam, c'est-à-dire de ne pas laisser les termes utilisés par d'autres avec le sens qu'ils ont envie de leur donner, quoi. Ce qui fait que nous, quand on intervient, par exemple, dans le milieu universitaire, on utilise des concepts qui sont très typés pour leur faire dire autre chose. Et souvent, les chercheurs nous disent, au moins c'est intéressant parce que vous apportez une autre vision sur des concepts ou des termes qui sont effectivement galvaudés et qui sont dans une espèce de pensée générale, et on essaie de leur faire dire autre chose. Donc il faut aussi se le réapproprier. Alors après, c'est peut-être plus ou moins heureux, je ne sais pas. Je vous laisse imaginer, je vous laisse votre réaction en disant pour vous que c'est pas heureux. Bon, je trouve que ça peut l'être, effectivement, de se dire qu'on est mon ambassadeur. Moi, ce que j'ai retenu, effectivement, de ce qui se passait à Bordeaux et de la différence qui était avec nous, c'est en fait, c'était plutôt la notion de missionnement, c'est-à-dire qui missionne qui. Voilà.
Et ce que j'ai constaté, par exemple, à Bordeaux, c'est que il y avait un collectif, mais c'est même pas le collectif qui missionne. Je crois que c'est le projet que moi je continue à appeler politique, qui missionne des personnes et qui deviennent les propres ambassadeurs de ce projet-là. C'est pour ça que le terme ambassade, à ce moment-là, comme ambassadeur, commence à prendre du sens. C'est-à-dire que je m'approprie, moi, et c'est moi qui m'approprie ce projet politique-là, qui lui donne le sens que j'ai envie de lui donner, c'est le mien. C'est pas forcément celui du voisin. Il peut être même un peu différent de celui du voisin, voire même pourquoi pas radicalement différent. Mais à partir du moment où je me suis approprié ce projet-là, à ce moment-là, je me sens, moi, la légitimité pour en parler et pour en devenir ambassadeur. Et ce n'est pas un collectif qui me dit « je te donne la mission pour être ambassadeur », c'est le projet lui-même qui me donne cette légitimité-là pour être un ambassadeur. Je voulais évoquer peut-être pour honorer l'université, cette fois-ci, témoigner de sa très bonne volonté. C'est une expérience en cours auquel je participe avec d'autres. C'est l'université de Villetaneuse, donc qui a cédé sous la forme d'une convention d'occupation d'une parcelle d'1 hectare destinée à la fermage urbain pour faire une expérience d'agroécologie qui pourrait profiter aux étudiants. Donc 1 hectare, la moitié, on y a planté des vignes pour faire du vin, enfin première récolte prévue dans 3 ans, avec des dons de porte-greffe donnés par des vignerons, dont Patrick Despas qui était venu nous faire déguster ses vins il y a 2 mois. Et là, on a effectivement une cession de terrain avec un arbitrage de ce qu'on y produit vraiment de la part des acteurs concernés, une curiosité de l'université en disant on faisait rien de cette parcelle, et tentons une expérimentation, et même tentons aussi l'idée, faisons pareil, ça sera aussi une ferme pédagogique, parce que même pour les étudiants qui ne boivent pas de vin, il y aura toujours le moyen de boire du jus de raisin à la place. Et puis il y a là aussi l'intérêt pour ces magnifiques moutons comme ça qui sont qui produisent de la laine. Depuis 2 ans, nous collectons donc, dans les bâtiments de l'université le papier au plus proche de chaque bureau, avec un passage régulier dans les bureaux pour venir mettre ces papiers dans un bac séparé. Et depuis 2 ans, nous n'avons pas fait avancer une question à laquelle nous nous confrontons, un problème auquel nous nous confrontons, qui est celui du contrat entre l'université et le collecteur. Parce que là aussi, les étudiants, c'était aussi une dimension qu'il y avait dans le film, sont confrontés aussi à l'extérieur de l'université. Parce que le collecteur, qui était avant Veolia, qui est maintenant TER, bon, c'est l'extérieur de l'université, mais il fait partie de l'écosystème et de l'université. Et donc le contrat qui est signé avec TER est un contrat qui prévoit de la collecte séparée, mais sans aucune traçabilité de ce que devient ensuite les différents déchets qui sont collectés de manière séparée. Et nous savons très bien, c'est la même chose avec Veolia, que ce papier que nous collectons, nous en collectons 18 tonnes par an. Alors, commercial pour moi n'est pas un gros mot. C'est aujourd'hui la meilleure qualité, c'est 140 € la tonne. Vous voyez, modèle économique, on ne l'a pas encore trouvé. Parce que 140 € x 18 ne fait pas quand même beaucoup de fonctionnement par rapport à ce modèle économique. Eh bien, ce papier, qui est collecté de manière séparée depuis 2 ans, est au final incinéré. Justement, on est en plein dans le système. C'est le capitalisme, c'est les grandes entreprises qui appâtent partout pour elles et qui font qu'il y a des grandes surcapacités d'incinérateurs qui ont besoin de matériaux pour continuer à fonctionner. Et voilà. Et donc moi je dis c'est pire que ça, parce que là c'est au niveau de l'université. Mais moi je sais qu'au niveau de tout le réseau RATP, SNCF, les poubelles jaunes qu'ils mettent là, moi j'ai été à un débat, ils m'ont dit que tout ça, ça va à l'incinérateur parce qu'ils n'ont pas de place pour le gérer. Donc c'est bon, on se fout, c'est foutage de gueule, quoi. C'est censé être pour recycler, et ça c'est un exemple. Je vais revenir justement sur la part fictionnelle qui me paraît très importante, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que dans ce qu'on fait, justement, c'est jouer
avec les codes des institutions, c'est singer les institutions. C'est ce que les Québécois appellent la manœuvre. La manœuvre, je pourrais d'ailleurs vous en donner des définitions telles que les Québécois le font, c'est-à-dire comment il y a des formes, comment il y a des formes infiltrantes, justement, comment on est rusé, comment on joue avec ce qui est institutionnel, comment on joue entre la fiction et la réalité, et comment en fait ça permet justement de contourner un certain nombre de questions auxquelles on se trouverait confronté si on n'employait pas ces termes-là. Dire passeur, bien entendu, d'une certaine manière, ça peut être des passeurs, mais en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de créer une ambassade, alors que c'est pas une ambassade. De même que WOOS, Agence des hypothèses, c'est même pas une agence non plus. Et si je pourrais reparler tout à l'heure, et j'avais l'intention de le faire d'ailleurs, les hypothèses comme manœuvre, encore une fois. En tant qu'activité artistique, proposer des hypothèses, c'est tout le temps rendre réfutable n'importe quoi. C'est-à-dire c'est ou bien, c'est et si. Et ça donne, ça ouvre l'imaginaire, ça donne des possibles, ça ouvre à la réflexion, et en tout cas, ça ne s'arrête jamais à quelque chose de figé ou à une finalité définie. Et ce rôle de la fiction et des institutions fictionnelles comme ça permet justement ce jeu sans arrêt. C'est ça que ça veut dire. Dans la notion d'un archive, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ça ne s'organise pas selon des modalités comme peuvent le faire des bibliothécaires ou enfin tous ces gens qui ont le savoir-faire traditionnel et très organisé de l'archive, mais au contraire, penser l'archive comme quelque chose qui va organiser la transmission, c'est-à-dire quelque chose qui va travailler l'avenir du projet, l'avenir, tous les possibles, etc. Mais en plus, voilà, c'est ouvrir la possibilité qu'à chaque fois va s'intégrer quelque chose qui n'existe pas encore. Ce qui m'intéressait avec la xénogreffe, xéno, c'est-à-dire étranger, c'est comment tout à coup on va greffer quelque chose d'étranger sur un organisme vivant. Bon, et donc, ça veut dire qu'il y a un risque assez élevé de rejet. Donc, est-ce que la greffe prend, jusqu'où elle prend, et jusqu'où elle se fait rejeter? Et je pense que c'est tout ce dont on parle. Bon, j'imagine que vous avez été assez choqués comme moi sur ce qui s'est passé tout récemment cette semaine à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire que tout à coup il y a des constructions, une ferme, une communauté, un collectif, c'est-à-dire un projet structuré. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est d'abord détruit, ensuite ça pose la question de « Ah oui, mais toutes vos interventions étaient illégales puisqu'elles étaient collectives. » Donc, chaque agriculteur qui veut cultiver une part du territoire va devoir s'inscrire individuellement. Et donc, ça pose là encore la question des communs, c'est-à-dire comment tout à coup une communauté solidaire qui donc a un projet politique, du coup, ce projet politique, il est nécessairement extrêmement dangereux ou à des degrés de dangerosité évaluables. En tout cas, on se rend compte de la même manière aussi, je ne sais pas si vous avez vu ce magnifique film Heroic Land sur la jungle de Calais de Nicolas Clos et Elisabeth de Perceval, qui là encore dure presque 4 heures, c'est-à-dire encore là des temporalités longues, c'est-à-dire comment laisser le temps au temps pour faire comprendre tout ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu se construire et comment aussi les jeunes architectes sont intervenus pour construire des lieux de convivialité, une boulangerie, etc. Et tout. Donc, hop, on détruit, voilà. Alors nous, au plan artistique, même ça nous est déjà arrivé, par exemple, on avait été invité dans le campus de HEC par le Centre d'art contemporain de HEC,
Et à Ous, on avait construit, ça s'appelait une antenne diapalante, c'est-à-dire c'était relié avec un projet qu'on faisait à Dakar et à Saint-Louis du Sénégal. Et donc on avait construit une espèce de campement solidaire où les étudiants de la majeure Alter Management pouvaient travailler justement pour, en prenant ce projet comme un projet d'études et en l'aidant en lien avec des étudiants sénégalais. Bon, et donc ce campement a été détruit par des étudiants eux-mêmes, qui picolaient beaucoup certains soirs, etc. Et par donc la direction de l'école, parce que ça donnait une mauvaise idée de l'art, en lien avec des étudiants sénégalais. Bon, et donc ce campement a été détruit par des étudiants eux-mêmes, qui picolaient beaucoup certains soirs, etc. Et par donc la direction de l'école, parce que ça donnait une mauvaise idée de l'art. En fait, je pense à la notion d'éphémère qui est revenue, d'immatériel qui est revenue plusieurs fois, et qui en général me pose beaucoup de problèmes, mais là en particulier ne me semble pas du tout adapté. Il me semble qu'on confond souvent le matériel et l'éphémère, dans le sens où, par exemple, quand on fait de la musique, en quoi ça ne serait pas matériel, c'est une forme de matérialité particulière, il y a une pression de l'air, il y a des événements biologiques qui se créent pour créer des sensorialités. Et là, il me semble que justement, c'est plutôt de cet ordre, de l'ordre de l'éphémère, de la prise de conscience de choses qu'on met en relation qui ne s'effectuent pas habituellement, disons, hein, des choses qui sont isolées, des disciplines ou un lieu ou d'autres choses qui sont séparées habituellement. Donc peut-être réussir à créer des articulations donc, entre des choses autonomes habituellement, et puis pour prendre conscience finalement d'un instant fuyant particulier. Et il me semble que c'est aussi une affaire temporelle. Voilà. En considérant certaines postures par rapport à l'activité artistique, par exemple la posture justement de travailler en co-autorat, par exemple le film que vous avez vu, il n'est pas sous copyright, mais il est sous Creative Commons. Ça a des conséquences au niveau du droit, ça a des conséquences financières aussi. C'est-à-dire que une œuvre, on peut dire globale, comme celle qu'on a proposée à l'ambassade des communs, n'appartient à personne. Personne n'en est propriétaire, en réalité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça pose aussi, par exemple, la question des contrats. Quand j'ai eu à remplir mon contrat proposé par les nouveaux commanditaires, le contrat, il est rédigé par un avocat et il est rédigé pour un artiste, auteur, tout seul et propriétaire de l'œuvre. Et donc, moi j'ai dit, il y a problème parce que j'estime que les commanditaires sont co-auteurs de l'œuvre. Pour commencer, parce qu'ils étaient le groupe des commanditaires, mais ensuite, dans la mesure où je m'appuyais sur toute l'activité pédagogique, donc sur toute la communauté, tout le monde était co-auteur. Dans le film que vous avez vu, vous avez bien vu tout ce qui est créé. Donc, après, nous, on restitue ce film. Donc, effectivement, il est hors de question qu'il y ait un copyright là-dessus. Les étudiants ont créé une page Facebook de l'ambassade des communs. Donc, c'est une manière aussi de communiquer tout ça. Mais justement, ces questions juridiques sont hyper importantes et j'en ai parlé avec Marie Cornu qui a écrit dans le dictionnaire des biens communs, avec aussi Violaine. Qui a coordonné le dictionnaire. Voilà, il y a coordonné. Mais Marie Cornu, j'en ai parlé avec elle et elle se penche vraiment. Et donc on doit se revoir pour travailler là-dessus parce que sur ces formes à la fois contributives, je dirais presque plus collaboratives que contributives,
et même immatériels qui se déploient dans le temps, qui sont des formes d'art, donc en expérience, en prolongement, etc. Donc, elle travaille sur ces questions juridiques et contractuelles de ces questions-là, et c'est vraiment déterminant, parce que là, il y a une jurisprudence qui ne correspond plus du tout. On est effectivement dans les valeurs que l'on promeut. Nous, il y a aussi effectivement, je dirais, l'attachement territorial, l'ancrage territorial. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte effectivement que les coopératives de production ne sont pas délocalisables. On ne peut pas effectivement se dire, on est une coopérative, on produit des biens et des services, on va décider effectivement, nous, de les délocaliser en Chine ou en Europe de l'Est, ou on ne sait pas, etc. Donc c'est pas possible. Donc il y a bien effectivement cet ancrage territorial-là. Une fois qu'on se rend compte de ça, oui, le travail qu'on a derrière aussi par rapport à la démocratie, c'est comment effectivement on crée des communautés qui réfléchissent ensemble à l'avenir de la production économique qu'on est en train de faire, tout en étant ancré territorialement. Et si on pousse effectivement le rayonnement un peu plus loin, on se rend bien compte qu'on est dans des logiques de circuits courts. Et si on a les jeux de circuits courts, effectivement, on réfléchit aussi à des problèmes je dirais, d'alimentation, mais y compris d'alimentation de produits de nécessité ou de produits manufacturés, pas forcément de produits agricoles. Donc, je crois que l'idée qu'on défend, nous, dans nos coopératives, c'est que le projet politique, l'économique et la citoyenneté sont intimement liés. Donc, à un moment, il va bien falloir qu'on se le réapproprie. Et pour se le réapproprier, il faut qu'on ait des instances démocratiques et surtout qu'on crée des instances internes dans nos entreprises économiques pour réfléchir effectivement à qui est propriétaire de quoi, qu'est-ce qui appartient à qui, comment est-ce qu'effectivement on l'exploite, quel droit d'exploitation on peut avoir, ou ce n'est pas de droit d'exploitation, mais quel usufruit on peut avoir par rapport à certaines activités économiques, et quel effectivement impact on a aussi sur la communauté, la nôtre, la communauté qui est à côté. Voilà, donc je pourrais développer ça encore pendant un certain temps, mais je crois qu'on va être pris par le temps. Mais pour nous, le lien important, c'est de se dire que nous ne parlons pas forcément de biens communs, mais parlons des communs en général. Quelque part, la gestion des communs, ça passe par de la gestion qui va dépendre de ce que j'appelle moi aussi, surtout le droit coopératif. C'est comment on organise la démocratie pour de la prise de décision et pour de l'appropriation collective et pour le faire vivre.